équipe à la DPS où se trouve le InfoSam, les capacités en Amérique intérieure. Et on s'est dit qu'au lieu d'avoir des sessions qu'avec les équipes ici, on ouvre les sessions à un peu tout le monde parce que la famille de l'accueil, c'est vraiment une plateforme ouverte et collaborative. Alors, on va avoir des sessions, on va essayer d'avoir des sessions une fois la semaine dans les matins pour assurer de permettre à tous les différents partenaires qui travaillent dans l'approche des analyses intégrées d'être au courant des différents aspects de les approches ailleurs. On a Dr. John Fombay dans l'école. Merci, Dr. John. Qui est le lead pour les... tout le monde connaît que aussi c'était avec Dr. John, avec le coordinateur Mathias et avec les différents partenaires de l'OMS, CDC, Croix-Rouge, MSF et UNICEF, dans laquelle la cellule, l'approche AIE, analyse intégrée, a été développée. Et que au niveau de les partenaires et les managements, ça sera une lead de les sessions par Dr. John, par les différents coordinateurs et le directeur Aruna, le coordinateur Mathias, etc. Au niveau technique terrain, ça sera avec moi et avec les différentes équipes ici, dans les différentes provinces, etc. Dr. John, je ne sais pas si vous avez connexion pour parler ou pas encore, vous me dites si vous voulez ajouter quelque chose. Donc, pas grand-chose, tu as dit tout ce qu'il fallait. Bonjour à tous et merci d'être là. C'est juste pour rappeler que la CAI n'est pas une structure, c'est juste une plateforme où on se retrouve ensemble, on essaye de pouvoir discuter sur l'approche de l'analyse intégrée. Merci, Simon. Merci beaucoup. OK, cool. Alors, ce qu'on veut montrer, partager, etc. Et c'est... voilà, OK. Alors, vous pouvez tous voir l'écran? Oui, nous voyons très bien l'écran. OK, super. Alors, et je demande à Eddie, Dr. Gaston, de m'aider avec laisser les personnes rentrer dans le salle d'attente parce que moi, je ne peux plus voir la salle d'attente. Ce que... Vous voyez, presenter view. Voilà, OK. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je profite de dire très rapidement que voilà, OK, ça c'est très long, mais l'approche de l'AIE a été développée entre 2018 et 2020 durant la 10e épidémie d'Ebola. C'était développé avec sous la direction du ministère de la Santé, sous le guide technique notamment de le coordinateur Mathias et Dr. John, avec les partenaires de l'OMS, de UNICEF, de CDC, de Croix-Rouge et de MSF et MSF Épicentre. Cela a été en 2020. On a eu des collègues de Oxford University, de GORN, le Global Outbreak Alerts and Response Network, UNICEF, OMS, CDC, Croix-Rouge, MSF, qui ont venu avec une personne externe pour modéliser l'approche. Je ne parle pas d'un modèle mathématique, je parle de ce qui s'appelle un logic model. Le modèle logique comme un cadre logique. C'est pour comprendre comment ça fonctionne, pourquoi c'était, disons, un succès et qu'est-ce qui étaient les facteurs qui ont fait que l'approche dans la cellule a été un succès. À la suite, le but, c'était pour la répliquer.
Bah, quelle chance on a eu parce qu'on a eu non-stop les épidémies depuis. Alors, l'unité, l'approche AIE, l'approche des analyses intégrées, a été du coup appliquée dans le 11e épidémie d'Ebola, pour le COVID, dans la 12e épidémie d'Ebola, dans la 13e épidémie d'Ebola, dans la 14e épidémie d'Ebola, mais aussi, à la suite, c'était appliqué pour le choléra, la rougeole, le polio, la malnutrition même, la peste, la méningite. Est-ce que je manque une maladie là? Ah bon. C'était aussi répliqué en Guinée en 2021 pour Ebola. C'était aussi répliqué en Ouganda en 2022 pour Ebola. C'était aussi répliqué en Ghana pour Marburg je ne me souviens plus l'année. Et c'était maintenant plus récemment, en 2022, c'était demandé pour une mise en place avec l'OMS et le ministère de la Santé à Malawi, spécifique pour choléra et pour le suivi intégré des risques sanitaires. En Haïti, c'était aussi tenté. Après, malheureusement, Haïti, c'était un peu compliqué politiquement, du coup, mais c'était les formations, etc., ils étaient mis. Entre-temps, au niveau global, on a une équipe qui spécialise dans l'approche d'analyse intégrée et on a un réseau pour tout le monde dans tous les pays qui est ouvert pour renforcer l'accès à tout ce qui est les outils, les approches, etc., de Integrated Analytics ou Integrated Outbreak Analytics. On dit Integrated Outbreak Analytics, analyse intégrée des épidémies, bien que ce n'est pas que pour les épidémies. On a reçu, et quand je dis on, je dis OMS, UNICEF, Croix-Rouge, MSF, CDC, a reçu des financements de BHA USAID, les Américaines, pour prendre tout ce qui était fait en RDC et pour développer une boîte à outils. Cette boîte à outils, c'est en train d'être répliquée et pilotée en Somalie à la demande de le cluster santé et le cluster WASH OMS UNICEF. Et probablement, ça sera aussi répliqué au Tchad et en Éthiopie. C'est fait encore une fois avec les différents partenaires du cluster santé et cluster WASH et OMS, UNICEF, CDC, Croix-Rouge, MSF. Ce n'est pas limité à ces 5 acteurs. C'est ouvert à tout. Et dans chaque pays, même le pilote ne se fait que si le ministère de la Santé demande, accord et le veut. Et le but de ces sessions, c'est que on veut assurer, même ce document, il reste en draft. Ça, c'est le draft de la boîte à outils, de le toolkit. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait avec le designer. C'était quelque chose que le contenu a été développé. C'est en cours de revue et feedback parmi des personnes de, je pense, 32 différents pays, ce qui inclut le ministère de la Santé, ce qui inclut, par exemple, Dr. John, Dr. Mathias en RDC, ce qui inclut les partenaires de l'OMS, de l'UNICEF, de littéralement tous les partenaires, mais aussi les partenaires de FETP, de AFNet, des bureaux régionaux maintenant je ne sais plus, des académies, des écoles de santé publique, etc. Comme ça, on a plein de différents acteurs d'Amérique du Sud, de l'Afrique, d'Asie pour le revoir. Mais comme vous allez voir, tellement vient, mais tout, parce que vient de tout ce qui a été fait ici en RDC, on veut assurer que tout le monde a accès à ça et au courant et s'engage. On est aussi consciente que récemment, en RDC, on parle beaucoup de la CAI. Et parfois, on oublie que la CAI, c'est tout simplement le plateforme qui a été développé par le ministère pour rassembler les partenaires. Le mot CAI, la cellule, c'est l'espace physique dans lequel se trouvent les partenaires. Ce n'est pas l'approche. L'approche des analyses intégrées, c'est vraiment juste une approche flexible, ouverte, adaptée. Et c'est quelque chose qui ne fonctionne que si on a tous les partenaires engagés et présents.
je tiens peut-être un petit dernier mot là-dessus, c'est que, en fait, je n'ai pas, mais je vais rapidement l'ouvrir. Qu'est-ce que j'ai, en fait, ici? Ah, je voulais pas, oh, non. Pardon, excuse-moi, je ne veux pas du tout regarder. Voilà. OK, alors, si on regarde le IRF, ça arrive. Alors, le nouveau Guide Emergency Response Framework, le cadre de la réponse aux urgences, ce qui est associé à tout ce qui est le système de gestion des incidents de l'OMS aussi. Malheureusement, je suis désolée, la nouvelle version qui a été sortie en février 2024, il n'a pas encore une version en français. Mais ce qui est important de voir, c'est dans ceci, on a les analyses, le concept de la cellule d'analyse et l'approche, ce qui est le plus important. On peut l'appeler une caille, on peut l'appeler une cellule, on peut appeler ça InfoSan DPS Noctivo. Le nom n'est pas important. Même le nom analyse intégrée des épidémies ou IOA, cela n'est pas l'importance. L'importance, c'est la collaboration entre les multi-acteurs pour faire l'approche des analyses intégrées. Maintenant, mon Internet, il va être très lent. Ceux qui sont en ligne, vous ne voyez pas mon écran. OK. Attends 2 secondes, excuse-moi. Est-ce que je peux demander aussi que peut-être... je vous envoie ici le lien aussi. Comme ça, tout le monde dans le chat. Dans le temps que ça... Est-ce que quelqu'un peut... vous avez l'Internet ici? Peut-être peut connecter à l'Internet ici. Si quelqu'un peut plus rapidement retrouver le lien est ouvert, c'est encore mieux. Ça? Oui, s'il te plaît. Yannick, tu peux partager ton écran. Pas le mot de passe pour l'Internet. Voilà. Ah non, c'est mon ordinateur. Pardon. C'est toi qui partages? Si je Ça partage, fonctionne? OK. il voit déjà. Et du coup, si on regarde, dans page 32, en fait, on va faire comme ça. Analyse. C'est écrit directement pour dire. Non, parce que je veux vous montrer dans tous les endroits. Analyse. X. Non. Pourquoi ça n'est pas? Voilà. Alors, dans la structure de gestion des accidents, on a dans la Health Information and Epidemiology, ce qui est InfoSan. Ouais? Oui. On a les analyses. Ce qui est suite aux différentes évaluations, etc., c'est pareil de la surveillance. Pour tous ceux qui connaissent, au début, on était dans la surveillance. Après la prochaine, voilà. Alors ici, juste pour que tout le monde sache, c'est vraiment le concept qu'on dit. On a des analyses intégrées, approfondies pour assurer que la stratégie de la réponse fonctionne. L'équipe est responsable pour le sous-fonction qui travaille en proximité et en collaboration avec tous les différents piliers de la réponse. Or, urgence, c'est les clusters. Dans les SGI, c'est les piliers. Ouais? Le but, c'est d'avoir des questions critiques. Nous, on appelle ça maintenant les questions de déclenche. Ça, c'est juste le mot que nous, on a appliqué, mais n'importe comment tu dis, c'est qu'on a des questions critiques pour mieux comprendre les dynamiques de l'épidémie et ajuster la réponse ou les interventions en fonction de cela. Vous savez, maintenant, Dr. Johnny me demande tout le temps, on fait des blagues, d'où vient ce mot dynamique, voilà. Alors, les données sont collectées au terrain par multiples sources et multi-acteurs et ils sont synthétisés pour une compréhension plus holistique pour mieux interpréter les tendances épidémiologiques. L'équipe fait des rapports réguliers
et des briefings à la coordination pour développer ou co-développer les actions et les recommandations en fonction de l'évidence et fournit des analyses intégrées ensemble avec les analyses épidémiologiques présentées d'une manière visuelle à la demande de la coordination. Et il compile et réalise les analyses sur les thématiques spécifiques. C'est un groupe multidiscipline et multipartenaire, ce qui est la seule manière que ça fonctionne, fait par la coordination locale avec le soutien de les partenaires de GORN. GORN, c'est le Global Outbreaks Alert and Response Network. Merci. GORN, c'est le Global Outbreak Alert and Response Network. Ce qui sont tous les différents ONG, tous les différents acteurs des Nations Unies et tous les différents partenaires académiques. Alors, on pose juste un moment là-bas parce que ces sessions... Est-ce que je suis plus dans le Zoom? Ah, j'ai pas dû me... Ah, il faut me remettre dans la Zoom. Ça aide si je rentre dans la porte Zoom. Alors, le but de ces sessions ne sont pas d'être que instructives. Le but, c'est vraiment, si jamais je peux me remettre dans la réunion, c'est pas mal. C'est vraiment pour avoir un échange entre équipes, pour mieux encourager tous vous au niveau partenaire terrain, acteur de terrain, de avoir un discours, un échange là-dessus pour voir comment on peut collaborer, comprendre tous les différents proches. Je pose pour assurer que tout le monde me suit, que le rythme va assez bien, qu'on est ensemble. Et si on a des questions déjà, n'hésitez pas de déjà les poser. Donc, on prend un petit moment pour checker si on a des mains. Là, au chat. Pas de main, pas de chat, on est bien? Vous nous entendez toujours? Vous êtes avec nous? Je parie. On est là. Pardon, allez-y, Brian. Merci beaucoup, Simone, et merci pour la présentation. Je pense que c'est une très bonne session et d'étirer ça vraiment dans le framework contextuel de IRF. Je pense que euh, ça nous éclaircit beaucoup plus. Je ne sais pas ce qui sera dans les prochaines sessions, mais pour moi, c'est vraiment ces réflexions sur la mise en œuvre. Je pense que vous avez très bien présenté le concept d'analyse dans les épidémies. Maintenant, tout ce qui est difficulté opérationnelle de mise en œuvre effective dans des épidémies, je pense que ce sont des réflexions à faire sur comment vraiment assurer que cela est mis en œuvre. Merci. Merci. Et oui, alors on a toujours une heure, du coup, dans la session. Je vais juste peut-être checker une chose avec tout le monde. C'est que, et merci, Brian. Et encore, je sais que moi, j'ai mis les sessions de 1 heure ou 1h30 maximum parce que c'est déjà beaucoup dans le temps. Comme je dis, si jamais quelqu'un loupe ou si les équipes ou les partenaires vous dites, est-ce qu'on peut organiser une journée spécifique? Si on a 5 personnes, on est dispo. Ouais, dès qu'on a un groupe de même 5, et vous dites, Simone, est-ce que cette semaine, on peut faire, ou si Dr. John, il est dispo aussi, on organisera de cette manière. Et en tout cas, tous ces enregistrements sont disponibles. Et le but sera juste de parcourir toutes les différentes sections de cette boîte à outils. Alors, je me permets juste, encore, une permission de savoir que, comme on dit, cette boîte à outils, c'était développé par ces différents partenaires en fonction de tout ce qui était fait en RDC, mais c'est pas développé d'une manière designer. Ce n'est pas encore non plus revu avec tous les feedbacks reçus de tous les experts techniques partout du monde. Et ce n'est pas revu pour français une deuxième fois.
Mais le but, ce n'est absolument pas de ramener ça aux équipes qui ont vraiment construit l'approche, ce qui est vous tous. Et du coup, on ne veut pas vous ramener juste le produit fini. On veut que vous voyez le produit en draft. Ça sera, comme on dit, piloté dans votre pays. L'autre chose, c'est que ça sera piloté pour la réplication de ce qu'on a fait en Nord Kivu à Tanganyika. Mais on veut aussi assurer avant cette réplication, comme on a beaucoup de demandes de les provinces pour mettre ça en place, qu'on a plus de partenaires impliqués en amont. Et c'est pour ça aussi qu'on veut organiser ces sessions. Mais juste que tout le monde sait que, vous pouvez partager. Si vous avez d'autres personnes, pardon, donc, s'il y a d'autres personnes que vous pensez devaient être dans l'invitation, au lieu de faire des forwards, envoie-moi leur contact. Comme ça, ils restent dans la liste des emails pour que j'assure que quand on partage des notes, des liens, etc., ils les reçoivent au lieu de juste recevoir de vous. Les sessions ne sont pas exclusives. Certaines personnes ne sont pas dans les sessions parce qu'il y a aussi des sessions, par exemple, au niveau de la COUS et autres sessions au niveau de la DSE. Et du coup, c'est pour ça qu'on a dit, on a différentes sessions pour différents groupes, dépendant de la disponibilité des gens. Mais il y a aussi des sessions en ligne hebdomadaires. Et je répète que s'il y a un groupe de personnes, n'importe qui, n'importe quelle organisation, n'importe quel secteur du ministère et autres, on est disponible pour ces différentes sessions. Dans la boîte à outils, on a 12 chapitres. L'outil sera comme un PDF, mais un PDF électronique. Du coup, on clique et ça nous ramène dans différentes parties de la boîte. Ouais? Et nous, on va prendre du temps pour aller chapitre par chapitre ensemble, ce qui est long. On va pas faire, c'est pour ça que je disais, on fait les petites sessions, un chapitre à la fois. Comme ça aussi, à le début de la prochaine session, vous avez le temps de poser des questions, de revenir, etc. Et que tout le monde ait accès à tout ça. Après, dans la boîte, il y a aussi des outils, des exemples concrets, des petits SOP, mais tous les outils et tous les SOP et toutes les différentes choses qui ont été développées, ils resteraient toujours en format Word, PowerPoint et Excel, pas en version PDF. On a la version PDF pour faire la recherche dans le document, mais aussi tous les annexes, il doit être flexible pour chaque pays. Ouais? Si on vous envoie que les documents qui sont en PDF, vous ne pouvez pas les amender. Si les différents partenaires ont ça en Word, en Excel, en PowerPoint, c'est aux partenaires dans le pays d'utiliser comme ils veulent. On sait que peut-être il doit mettre un logo, ou peut-être il veut enlever 3 questions, ou peut-être n'importe quoi. Ouais? Le but, c'est qu'ils sont flexibles et adaptables. Ce n'est pas des directives qui viennent de quelqu'un. C'est vraiment une boîte à outils qui a été développée en fonction d'une approche de la RDC que des autres pays ont suffisamment demandé pour avoir, que tout le travail que vous faites a été documenté et mis à la disposition des autres. Oui? Mais ça reste une approche, c'est pas dogmatique. Ce n'est pas, je sais, je suis un peu dictatrice, mais ce n'est pas ce n'est pas directive, ce n'est pas dogmatique, c'est flexible, adaptable et le but, c'est que c'est l'utiliser le plus possible. Et ça veut dire que ça doit rester flexible aux utilisateurs et aux personnes responsables dans le pays, dans la province. Ça ne sera pas le même en Nord Kivu qu'en Équateur, au Lomami ou autre. Est-ce que tout le monde en ligne, on se suit, c'est bon? Toujours? Oui, c'est bon. OK. Parfait. OK. Alors, on tient, on va dire encore une fois, on tient à vraiment reconnaître à chaque moment possible dans ce document le travail fait par les équipes en RDC. Je ne veux pas arrêter de le répéter parce que c'est vraiment des choses qui ont été faites par les gens ici.
Et du coup, on note ça autant que possible un peu partout dans le document. Alors, je vais voir si on est capable de presque... Ah, non. Je sais que parmi plusieurs de vous, vous avez peut-être vu l'animation, mais on va voir si l'Internet nous permet de la voir quand même, parce que certaines pas. Sauf on va mettre celui qui est français. Mais je vais trouver. Alors, je vais juste mettre ça. On a 5 animations qui ont été développées. Imaginons avec quel partenaire, OMS, UNICEF, CDC, Croix-Rouge. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Ils sont disponibles en français, en anglais. Qu'est-ce que l'analyse intégrée des épidémies, l'AIE? Lorsque nous enquêtons sur une épidémie, les premières informations que nous recherchons en épidémiologie. Pardon, j'essaie juste de mettre l'écran correct. Ah, voilà. Vous entendez l'animation aussi? Non, pas encore. L'AIE. On l'entend, hein, mais On avec un l'entend, mais on ne son voit pas. réduit, on l'entend vraiment de loin, quoi. Vous n'avez pas partagé. Ah, vous entendez? Ah, oui, pardon, j'ai un problème On avec mon l'entend, on ne partenaire. voit pas. Vous entendez, vous ne voyez pas. C'est problématique. OK, on essaie encore. Merci. Que nous recherchons en épidémiologie classique sont les suivantes. Qu'est-ce que l'analyse intégrée des épidémies, l'AIE? Lorsque nous enquêtons sur une épidémie, les premières informations que nous recherchons en épidémiologie classique sont les suivantes. Personne, temps, lieu, c'est-à-dire qui est touché, quand cela se produit, à quelle vitesse cela se propage et où cela se propage. En outre, nous nous demandons quel est l'agent pathogène à l'origine de la maladie et quel est l'impact clinique, c'est-à-dire quels sont les symptômes et sont-ils aussi graves au point d'entraîner une hospitalisation ou la mort. L'image fait nous donne une idée générale de l'épidémie et pas une vue de l'ensemble. Par exemple, ça ne nous dit pas pourquoi certaines personnes sont plus touchées que d'autres ou comment les familles et les communautés réagissent face à une maladie ou aux interventions et la réponse. L'AIE ou l'analyse intégrée des épidémies est une approche permettant de mieux comprendre la dynamique des épidémies. L'AIE nous explique pourquoi une maladie survient dans un environnement ou une communauté particulière à un moment donné et comment la maladie ainsi que les activités de la réponse affectent les communautés. La meilleure compréhension des perceptions et des comportements des communautés peut aider à un risque élevé. Les enquêtes, les entretiens ou les discussions de groupe sont de bons moyens pour recueillir ces informations. La connaissance des risques sanitaires existants ou des vulnérabilités comme le statut vaccinal pourrait également expliquer pourquoi nous observons des pics dans certaines communautés. Ces données sont fournies par les structures sanitaires ou les systèmes nationaux d'information sanitaire tels que les DHIS. Il est également essentiel de savoir si les personnels de santé ont les connaissances et les capacités nécessaires pour diagnostiquer et traiter correctement l'épidémie des virus. Ces informations sont trouvées dans les rapports des programmes de soins de santé ou en réalisant des enquêtes auprès du personnel de santé. Nous devons également chercher les informations sur les événements ou le contexte local qui pourraient être liés à l'épidémie. Par exemple, y a-t-il une rupture dans l'approvisionnement des vaccins ou la mise en œuvre de nouvelles politiques? Ces informations peuvent être trouvées dans les rapports des programmes de santé locaux, des journaux ou des médias sociaux. Enfin, il est crucial de prendre en compte les normes sociales et du genre. Par exemple, qui est responsable du traitement des malades domiciliés? Ces normes peuvent exposer certaines communautés ou certains individus, comme les femmes ou les personnes âgées, à un risque plus élevé. Les informations sont obtenues via les rapports des programmes des soins de santé, les études anthropologiques, les entretiens qualitatifs, les groupes de discussion, toutes les discussions avec les États et l'équipe.
Même si toutes ces informations proviennent des sources différentes, elles sont cependant en interconnexion et elles nous permettent de voir les différentes influences sur l'équilibre. L'AIE reconnaît que ces facteurs peuvent varier d'un endroit à un autre et donc elle doit s'exécuter toujours au niveau local en partenariat avec le ministère de la Santé et les parties prenantes locales. Pour en savoir plus sur l'AIE, veuillez sélectionner l'une de ces vidéos. Ah, j'ai bien fait ça. OK. Alors, comme dit, on a, on a 5 différents animateurs. Alors, on a 5 différentes animations. On va les parcourir dans les différentes sections. Voilà, on va mettre ici, voilà. Ça ramène, OK. Alors, et les aspects comme les clés, les principes clés de l'AIE, tout ça, ça vient de la modélisation, le modélisation logique, pas la modélisation mathématique, qui a été réalisée avec Word. En disant ce mot, je vais juste me sauter avec une petite commentaire ici. Alors, une des choses qu'on voit souvent, et on a beaucoup de discussions de ça dans les différents... attends, jusqu'à l'écho il arrête. Dans les différentes sessions, dans les différentes équipes, dans les différents pays, on sait que le langage et les mots qu'on utilise peuvent avoir des différentes interprétations ou utilisations. Alors, une des choses qu'on avait notées, c'est que nous, on a mis la terminologie qui est utilisée pour cette boîte à outils. Dans nos sessions, par exemple, à Malawi, et dans l'outil final, on aura une petite colonne ici qui laisse les différents partenaires à remplir pour eux le mot que eux ils utilisent. Ouais? Peut-être on a tous le même mot pour K. Ouais? Pourtant, co-développement ou facteur contribuant ou les dynamiques, c'est John, ou les preuves ou les données probantes, les dynamiques de santé, ce n'est pas toujours les mêmes mots ou le même, oui, on ne va pas utiliser le même mot partout. En plus, certains mots, la majorité de ces mots, ils ont été développés ici avec les équipes en RDC, mais si j'amène ça au Tchad, les équipes disent non, ça n'a aucun sens, la traduction pour nous. Ou si je le traduis même en anglais, ça ne veut pas dire la même chose. Même, comme on dit, on parle de le mot analyse intégrée des épidémies. On continue d'utiliser le mot épidémie, bien que ce n'est pas pour les épidémies. Vous avez vu dans le IRF, dans le document qu'on a montré de l'OMS, où ça se trouve, on parle de les analyses intégrées. La raison pour laquelle l'historique de la terminologie de AIE, ça vient de la publication de les collègues de London School of Hygiene and Tropical Medicine, OMS, et du ministère en RDC, qui ont publié un article qui s'appelle Outbreak Analytics, ou les analyses des épidémies. Et ça montrait les aspects de la visualisation de tout ce qui est les données, surveillance, vaccination, etc. Et avec eux, on a pris cette publication et c'est là où on a modélisé AIE en disant, ça c'est très beau. Tous les courbes épidémiologiques qui sont beaux, toute la visualisation épidémiologique, c'est beau. Mais si on ne peut pas expliquer le pourquoi, on n'est que à moitié. Et c'est là, ensemble, on a ajouté le mot intégré. Du coup, c'est pour ça qu'on dit, on avait une publication qui s'appelle Outbreak Analytics et on a juste dit, bah maintenant, on prend ça et on a basé l'approche sur ça en ajoutant l'aspect intégré. Maintenant, 3 ans plus tard, on essaie de laisser le mot épidémie autant que possible parce que ça crée confusion parce qu'on ne travaille pas que dans les épidémies. C'est Integrated Analytics, right? Ou les analyses intégrées.
Pourtant, comme on a autant de références publiées, etc., qui dit Integrated Outbreak Analytics ou analyse intégrée des épidémies, on le laisse le mot, mais de plus en plus qu'on parle de la cellule, on ne parle pas de la cellule de l'analyse intégrée des épidémies, on parle tout simplement d'une cellule d'analyse intégrée. Dans tout ça, ce qui est important, c'est juste, c'est pas le mot. Et pourquoi ça sera important dans les sessions? Et je vais assurer que tout le monde a ça aujourd'hui, cette glossaire. Parce qu'on ne veut pas se perdre dans le terme. Ce qui est important, c'est le concept du terme. Et chacun décide ou voit le terme qui est le plus approprié pour eux. Et on a eu énormément de discussions, de débats, de qu'est-ce que c'est les beaux mots, etc. Oui? Et quand je dis nous, encore une fois, c'est pas nous, les personnes dans cette salle, les 12 personnes, on est plus que 12 même, dans cette salle ici à Goma, c'est encore une fois avec les acteurs du ministère, avec Dr. John, avec le Cordo Mathias, avec le directeur Aruna, avec tous les différents acteurs dans tous les différents épidémies, on a évolué dans les mots qu'on utilise. On a évolué dans l'approche de la IMM. Au début, c'était vraiment une cellule d'analyse en sciences sociales et une cellule d'analyse épidémiologique. Et ça a fusionné. Et après, les différentes méthodologies, les approches, ils améliorent à chaque fois. Et avec chaque amélioration ou évolution, aussi, on a des langages dedans. Encore, ce qui est important, et je vous encourage, c'est vraiment de, si vous voulez, imprimer même les définitions. Mettre des notes à côté pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'on sache tous que, comme moi, Simone, je dis le mot monito, ça veut dire X. Comme moi, je dis le dynamique, ça veut dire Y. Oui? Mais on a tout ça ici pour aider quand on parle d'un cours sous gestion. La raison pour laquelle, c'est qu'on ne veut pas se perdre dans les débats de les terminologies. Je pense que tout le monde sur cette colle, on peut bien rigoler de le nombre des heures qu'on se perd pour débattre un mot sur un PowerPoint avant qu'on puisse avancer, non? Je ne vois pas les personnes qui rigolent en ligne, c'est difficile. Mais j'espère que vous rigolez un peu. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais on sait combien des heures on se débat, etc. On ne veut pas se perdre dans ça. On veut juste se comprendre dans le concept. Ouais? Et merci beaucoup, Dr. John, pour le commentaire, parce que exactement, c'est vraiment, quand on rentre dans les approches de AIE, c'est vraiment ça. Ça suit le VI, l'alerte et la réponse. Et c'est vraiment quelque chose adapté à province, aux partenaires, aux structures, aux manières de fonctionnement. Je vais peut-être effacer mon petit rouge. Hein? Voilà. Est-ce que ça c'est clair pour les définitions et tout? Et comme dit, je vais assurer que tout le monde a ça, les glossaires, avec vous en document, comme ça dans toutes les différentes sessions. Vous avez déjà ça en référence, non? Et je vous jure qu'en Ouganda, il appelle ça l'analyse sanitaire. Il appelle ça, et c'est dans l'unité analyse sanitaire. C'est exactement dans l'InfoSan, mais c'est dans l'analyse sanitaire. En Malawi, ils ont tellement adoré le mot monitito qu'ils veulent garder le monito et monitito. Ils trouvaient ça trop bien. Comme j'ai dit, différents pays, ils disent, mais qu'est-ce que c'est les mots que vous utilisez? Et comme je dis, pour une fois, c'est les mots et les terminologies qui peuvent développer dans un pays, pour un pays. Ouais? Pardon, mon section. OK. Je ne sais pas comment faire mes Teams correctement pour que vous n'entendez pas ça du coup. OK. Alors, les principes clés de la IA, sont d'avoir, comme dit, multidiscipline et multi-acteurs. On ne fonctionne pas si on a tous le même cerveau. On se fonctionne mieux en débat, en discussion, en réflexion. Si on n'a que quelqu'un qui fait les analyses des datas spatiales et une courbe épidémiologique, mais on n'a pas quelqu'un qui peut expliquer pourquoi, qui peut savoir, qui a la meilleure expérience de comment,
expliquer ça à travers les entretiens qualitatifs avec certaines personnes dans la communauté, on loupe les explications. On a besoin les personnes qui connaissent très bien la maladie. On a besoin des personnes qui connaissent l'épidémiologie statistique. On a besoin des personnes qui connaissent l'épidémiologie de terrain. On a besoin des personnes qui connaissent l'épidémiologie sociale ou l'anthropologie ou les sciences sociales, n'importe quel type de version, mais les aspects, les dynamiques, comment sortir les informations de la communauté. On a besoin des personnes qui connaissent les programmes de réponse. Si on ne connaît pas comment parler aux acteurs du cluster WASH, du cluster santé, du pilier de CREC, si on n'est pas capable de parler les langues des ONG ou des Nations Unies, on aura mal à assurer qu'ils utilisent les évidences aussi. On a absolument besoin, ça ne fonctionne pas sans être sous la direction du ministère de la Santé. Ça, les données, ils appartiennent au ministère. Et du coup, bien sûr, on ne fonctionne que de cette manière. C'est d'être holistique, c'est d'être contextuel. Alors, l'AIE ne se fait pas avec une disant, voilà le problème de polio en tout l'RDC. Même pas, voilà le problème de polio en Tanganyika. C'est, voilà pourquoi on a la récurrence de polio à Manono. Et voilà les spécificités dans chaque aire de santé. Ouais? On a des autres partenaires et des autres approches pour regarder des tendances nationales. L'approche AIE, c'est en fonction d'une approche locale et contextuelle. C'est parce qu'on sait que entre même les aires de santé, la situation est vachement différente. Entre les zones de santé dans les provinces, la situation est différente. Ça ne fait que si c'est avec une collaboration et une appropriation locale. Si les équipes, ils viennent à Walikale, ils bougent avec quelqu'un de la province, mais ils bougent avec quelqu'un de le MCZ ou quelqu'un de le BCZ, si ce n'est pas le MCZ lui-même. C'est avec les IT, c'est avec les récoltes, c'est avec les acteurs sur place. Parce que c'est eux, à la fin, qui sont avec les actions à suivre, non? C'est pour but de l'utilisation des évidences. On ne fait pas l'AIE si on n'a pas un engagement pour l'utilisation. On a d'autres partenaires, acteurs qui font de la recherche. Oui, ça c'est super. Mais ce n'est pas AIE. Oui, ça c'est d'autres choses. Les équipes, on utilise les évidences déjà existantes. Du coup, super, il y a de la recherche qui existe. Ça devrait toujours être inclus dans les informations existantes en amont. Cela dit, pour les analyses intégrées, c'est opérationnel. Ça veut dire qu'on doit démontrer que c'est utilisé en temps réel. Sinon, on devrait soumettre un protocole à l'INRB et faire un processus de recherche correct. Analyse intégrée, c'est pour l'opération sous les provinces, sous les MCZ, etc. Et c'est vraiment pour un but, oui, pour un but de co-développement. C'est une partage transparente. C'est-à-dire, il n'y a rien, comme on dit, il n'y a rien. Notamment, je parle comme ça avec une partenaire, je parle de le voir dans ce sens de UNICEF. Moi, UNICEF, il me finance, les données, les analyses, etc. que je fais, c'est pour le ministère et pour les partenaires. Moi, je n'ai pas, c'est pas les données à moi, jamais. On assiste le ministère, on assiste les partenaires à utiliser ceci, mais ce n'est pas chez le dossier de Simone qui garde ça, etc. Et le but avec les partenaires, c'est un partage autant ouvert que possible pour qu'on ne duplique pas. Hein? Ça ne veut pas dire juste de partager les données, mais de partager nos plans, de partager nos questions, de partager nos outils. Et comme ça aussi, on évite la duplication, qui est une charge énorme sur les communautés si à chaque fois, on a 25 000 partenaires qui vont pour faire les mêmes collectes des données. Hein? Et du coup, le but, c'est transparence. Ça aussi, ça arrive à une approche partenariat unifiée. On doit avoir la confiance entre nous, de dire voilà mes hypothèses. Je n'ai pas peur de quelqu'un me dire non, c'est tes hypothèses et sont incorrectes. Voilà, on débat, on discute, mais on fait ça collaborativement. Et le but, c'est qu'on est ensemble
on travaille ensemble et on travaille pour qu'on ait une meilleure utilisation. De la voix de UNICEF, par exemple, de l'accueil, jamais on a d'argent qu'on doit faire telle activité. Alors, imaginons-nous qu'on va aller à Mangaratipa pour la rougeole. On va dans la réunion de la surveillance des mercredis à Nord Kivu, on a un problème de la rougeole à Mangaratipa. Avec sous les imposants, la surveillance demande est-ce qu'on peut faire une analyse intégrée pour comprendre les dynamiques de risque. Le processus peut être qu'on check avec tous les partenaires qui sont à Mangaratipa, à Nord Kivu. Est-ce que quelqu'un a déjà fait? Est-ce qu'il y a des analyses déjà? Est-ce qu'il y a des réflexions déjà? Qui peut y participer à ça dans la semaine à venir? Right? Si quelqu'un dit, ah, attention, nous, on avait déjà planifié de faire, nickel, parfait, on n'a pas besoin d'y aller. On n'a pas besoin de faire. Si quelqu'un d'autre est capable, et encore plus si quelqu'un d'autre a des fonds qui sont directement que pour Mangaratipa, nous, de l'autre côté, par exemple, du UNICEF, ça va, nous, on n'a pas une force on doit faire de X endroit ou Y endroit. Est-ce que je me suis bien expliqué dans ça? Juste pour checker. Je regarde le message, je regarde en ligne. Pas de main. OK. Alors oui, vraiment, le plus que ces partenaires en partage, et ça, on discute beaucoup, c'est pas toujours facile de dire, OK, voilà, je vais montrer les outils, est-ce que quelqu'un va les critiquer, est-ce que quelqu'un va critiquer la méthodologie, etc. Ce que qu'on tient à rappeler, c'est les analyses intéressées, une méthodologie approuvée, c'est opérationnel, mais on est mieux quand on se débat et on se travaille ensemble. Et on invite le débat, mais on peut que inviter le débat pour être mieux si on a plus de personnes qui travaillent dans le groupe. Alors, du coup, à tout moment, il faut autant que possible dire à tout le monde un peu qu'est-ce qu'on fait pour encourager l'intégration, la participation et le soutien. On est bien? On est ensemble? Est-ce que quelqu'un a des commentaires, des questions ou des ajouts? Une question. On a une question dans la salle? Par rapport à l'exemple que vous avez donné, Mhm. il peut y arriver qu'on collabore avec des partenaires. Est-ce que les partenaires en ligne entendent Neema quand elle parle? Ouvre chez toi. Ok, là ça va. Ok, j'aimerais un peu comprendre. Si par exemple on a une analyse qui a déjà été faite par un autre partenaire dans une zone quelconque et qu'on ne veut pas dupliquer les informations, mais que cette analyse avait été faite il y a plus d'une année par exemple, et que dans cet intervalle-là, il y a plusieurs événements auxquels la zone a été confrontée qui peuvent influencer les contextes de la zone, qui peuvent changer du coup, qui peuvent pousser à ce que les données qu'ils ont collectées ne soient plus d'actualité. Est-ce que la CAI peut redescendre sur terrain sur la même thématique? Je peux faire. Ça fermé? Parfait. OK, super question. Et on va aussi suivre ça dans le processus. Alors, c'est vraiment, on voit ça beaucoup en ailleurs. Ça dépend. Si on décide tous ensemble que nous, on a besoin des informations additionnelles, on collecte des informations additionnelles. Alors, dans le processus, et on va voir ça, le processus ailleurs, en premier, on regarde, on a une question qui nous soulève, qui nous parvient. Première chose qu'on fait, c'est le revue de tout ce qui existe. En fonction de ça, on dit, est-ce qu'on a besoin des informations additionnelles? Si oui, quelle information? Comment on le collecte? Et du coup, si c'est accordé de cette manière, absolument. Ce qui est important, c'est qu'on s'accorde ensemble quelle information est nécessaire pour compléter et quelle est la meilleure méthodologie. Souvent, on a tendance dans les épidémies de dire, ah, on a besoin d'un anthropologiste, on a besoin d'une survey cap, on a besoin d'une investigation, une analyse spatiale de je ne sais pas quoi. Mais le but de la CAE, c'est que tu as certaines capacités minimum pour faire les différentes analyses. Et après, à chaque moment, ça dépend de la question. Et ça dépend de les informations existantes. Et les informations manquantes, chaque va nécessiter un différent type d'analyse ou un différent type de spécialisation.
Parfois, les informations additionnelles nécessitent des investigations épidémiologiques approfondies. Parfois, elles nécessitent une enquête communautaire additionnelle. Tout le temps, ça nécessite des discussions avec les acteurs locaux. Hein? Je pense que jamais on va dire que ça ne nécessite pas un appel au minimum avec le MCZ ou les IT ou ça, toujours. Si ça a besoin d'une collecte des informations additionnelles massives, ça, c'est la décision de la groupe ensemble qui valide. Oui? OK. On a dit jusqu'à... Ah oui, on a 30 minutes. OK. Alors, et je suis consciente, juste un commentaire ici, hein? Encore, juste pour un petit rappel sur l'outil. C'est en ce moment quelque chose qui a été fait en PowerPoint, comme dit, ça sera fait par un designer. Mais juste à montrer que les petites flèches ici, ça nous permet à chaque fois de cliquer pour retrouver des autres sections dans le document. Ça va automatiser sur les autres sections. Il y aura des liens en ligne, off ligne. Il y aura aussi éventuellement sur il y a un page site AIE en cours de développement avec OMS, UNICEF, CDC, FAO, JAMESA. Et ça sera interactivement en ligne, mais aussi l'outil PDF qui est déchargeable, ça reste quand même un outil interactif. Je profite aussi de juste montrer. Et vous voyez, mais c'est quelque chose qu'en ce moment, nous, on a juste mis comme ça. C'est aussi pour ça que parfois le texte, il n'est pas aligné, etc. Même manière que ici, juste pour profiter. Voilà, on a les sections et on a le type de contenu que c'est aussi. Si c'est un rappel, si c'est un outil, si c'est un exercice, on aura les SOP, etc. Et tu as les différents icônes aussi pour les sections pour qu'on aide à trouver quel type de document c'est. Voilà, OK. Alors, et encore, vous allez voir énormément d'exemples de notre super province de Nord qui vous salue, et je pense que la majorité des personnes ou plusieurs personnes dans ce call, ils vont déjà connaître ça. Alors, les structures de AIR. Encore, je tiens à dire, et en bas, et ça c'est exactement comme a dit à Dr. John, entre la veille, la réponse, je peux lire le texte de John, et l'alerte, pardon. Et du coup, ah oui, Tim, on a la section questions et réponses, Q&A, sur votre chat Zoom. N'hésitez pas aussi de rentrer dans le Q&A, parce qu'on a aussi d'autres, parce on a Dr. John en ligne, on a d'autres collègues en ligne. Alors, dans le questions et réponses, Q&A, vous pouvez aussi rentrer des questions déjà en live. On va trouver comment mieux utiliser Zoom bientôt. Oui, exactement. Alors, aussi dans les scénarios, dans l'AIR, on a trois types de structures, 3 types d'approches et 3 types des informations. Alors, oups, okay, je remis les gens dans voilà. Oui, dans le chat, comme ça, c'est plus facile à comprendre. Et du coup, on a 3 types de structures. Je tiens à rappeler que ce n'est pas que ces 3. Ça, c'est qu'est-ce qui a été fait à ce jour. Le scénario ou la structure 1, c'est d'avoir une cellule de crise. Ça, c'est vraiment dans le système SGI. Ça, c'est comme Ebola ou maintenant Mpox. Right? C'est vraiment, ça ouvre, on a une cellule d'analyse intégrée qui s'ouvre spécifiquement pour une seule maladie. Right? Et c'est quand tous les partenaires priorisent toute cette maladie. Dans ce sens, ça peut être très facile parce qu'on n'a qu'une seule chose à faire, non? On sait beaucoup maintenant, notamment nos pauvres collègues du ministère qui fait à la fois les analyses, à la fois la rougeole, à la fois le polio, à la fois 25 000 maladies et crises à la fois, tu vois? Quand on a quelque chose comme Ebola, là, tout le monde dit, allez, hop, vous êtes dédié à Ebola. Oui? Et c'est la même chose dans ce sens. On a une cellule de crise qui est à 100% pour une seule maladie ou crise.
Ouais. On espère, comme on sait tous, jamais répéter Ebola, mais par exemple, à Malawi, ils ont la cellule capacité nationale, comme ici en RDC, mais ils ont mis en place une équipe spéciale pour le choléra quand il a la crise choléra, et ça, c'est l'équipe qui fait que les analyses intégrées pour le choléra. Ouais. En RDC, on a commencé avec ça. On a fait ça pour Ebola. Après, on a actuellement sauté à scénario 3. Scénario 3, c'était un peu le temps entre Ebola et avant de mettre en place le premier CAI dans le DGLM en 2022. Et après, la CAI au DPS Infosan en 2023. Et maintenant, ça sera encore dans l'INSP en 2024. Mais le groupe de scénario 3, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une PBR sous la province à tout temps pour faire l'AIE. À Tanganyika, en ce moment, on n'a pas une unité fixe avec des TDR sous Infosan. Mais quand on a des équipes qui sont demandées par le COUP, le PEV national, pour faire des analyses de polio à Manono, ils vont à la province. Ils se trouvent premièrement sous le Infosan de la province de DPS Nord Kivu, Tanganyika. Il n'y a pas une structure fixe, mais ils travaillent sous la signature et l'accord avec les partenaires et l'Infosan dans la province. Après, tu as des différents partenaires. Alors, à Manono, c'est AFNET, il y a UNICEF qui travaille sur polio, il y a Bill et Melinda Gates qui ont été là avant et Concern. Ça, c'est les partenaires qui sont là. Ils travaillent collaborativement là-dessus, mais ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir une unité permanente. Oui? Pardon? Exactement, exactement. Pour aller à Manono, exactement. C'est vraiment juste les partenaires ensemble de la zone qui travaillent ensemble pour répondre à une question en appliquant l'approche AIE. Oui? Je vois les Q&A. Du coup, Izzy, est-ce que c'est la même chose quand on parle de la course et aussi? Alors, je ne sais pas si soit Dr. John ou si tu es en ligne toujours et tu vois le Q&A, sinon j'arrive alors. Izzy. Alors, la question c'est, est-ce que la structure des analyses intégrées, c'est la même chose quand on parle de la course pour le IOC? Ça dépend de la structure. Ça dépend de la province, ça dépend de la pays. Au sein de le course, dans le planning, tu as la capacité AIE. Mais au sein du DSE et des Infosan, tu as aussi la capacité de AIE. L'AIE n'a pas un seul endroit à fixe. L'AIE, c'est l'approche et tu peux avoir des différents cells qui sont juste les plateformes dans n'importe quelle structure. Ça, c'est la décision de le niveau national, de le niveau provincial. Comme on a dit maintenant avec polio, les partenaires GPAI, les partenaires de polio, ils veulent avoir la capacité AIE spécifique pour polio. Alors, ce n'est pas une seule limite de comment on fait. Ce qu'on sait, c'est que dans le structure de le cadre de réponse des urgences de l'OMS, par exemple, pour le système de SGI, là, ils ont la capacité AIE dans les analyses sur le Infosan. Mais au niveau provincial, dans les temps veillés, comme a dit Dr. John, ça se tient pas dans la même structure parce qu'il n'y aura pas nécessairement un pouce, mais ça se tient dans le Infosan. Dans d'autres pays, ça dépend vachement de quelle est la structure dans chaque pays. Voilà, merci. OK, comme Dr. John est en ligne, il va répondre à toutes les questions dans le Q&A. Parfait. Alors, le troisième scénario structure, c'est ce qu'on a maintenant à Nord Kivu et ce qui a été demandé pour être appliqué à Tanganyika et à Sud Kivu et autres, mais on va doucement. Et c'est aussi pour ça que je tiens à répéter qu'on a tellement besoin des partenaires additionnels pour soutenir la mise en place dans les provinces. Alors, merci beaucoup aux partenaires de l'OMS et des partenaires de l'ACAI, de l'OMS, MSF, etc. Et du coup, la permanence, ça, c'est vraiment dans les
c'est d'assurer que les capacités dans les provinces, ils sont déjà là. Oui? On ne veut pas attendre d'avoir une crise pour que les capacités dans les provinces, ils ont déjà une manière de fonctionner ensemble au sein de l'Infosan et que les partenaires savent déjà, c'est pas juste les 3-4 personnes qui travaillent dans l'Infosan du ministère, c'est aussi tous les partenaires qui sont là, qui savent comment se retrouver après les réunions de la surveillance pour dire, OK, est-ce qu'on voit des questions déclenchantes qui nécessitent une analyse intégrée? Est-ce qu'on a nos propres capacités pour le faire? Et d'assurer de renforcer ces capacités. Tu peux le mettre dans le chat? Et comme dit, alors, le processus en RDC, on avait fait scénario 1 à Nord Kivu, après scénario 3 et après scénario 2. Mais c'est aussi possible que du coup, on dit, ah, Monkeypox arrive à Nord Kivu, on espère que non. Et on a aussi la cellule de crise spécifique, qu'il y a une cellule d'analyse que pour Monkeypox. Comme on a les incident managers, c'est le mot qu'on ne traduit pas. Les incident managers, on a tout le système et les personnes spécifiques pour répondre à un box. Du coup, là aussi, ils vont dire, bah, on a besoin les groupes de personnes qui travaillent que pour les analyses d'Mpox parce que les besoins analytiques, ils sont trop grands pour dire, ah, tu fais à la fois Mpox, à la fois ça, à la fois rougeole, polio, etc. Dans d'autres situations, et ça encore, je tiens à dire, c'est la décision du ministère et avec l'assistance des partenaires. Du coup, on peut avoir le scénario 1 et scénario 2 en même temps. On peut aussi avoir scénario 2, on dit la permanence dans la province, ils ont la capacité de faire tout seul. Ouais. Et encore, la cellule, ce n'est pas une règle de dire, OK, MSF fait ça, UNICEF fait ça, tu dois être ici les lundis, mardis, jeudis, sinon tu es viré de la cellule. Ça ne fonctionne pas comme ça, non? On n'a pas une membership, c'est pas signé dans le sang, notre participation. Ouais? Il n'y a pas, comme on sait tous, c'est la volonté de chacun. Ce n'est pas une manière de fonctionnement contractuelle. C'est avec un TDR léger en disant on travaille tous ensemble pour soutenir le ministère pour avoir la capacité des analyses intégrées. Traverse. C'est pas plus que ça. C'est un espace physique pour travailler ensemble. C'est une plateforme. On peut l'appeler n'importe quoi qu'on veut. Mais le but, c'est que les différents partenaires savent que si on a une question de déclenchement qui sort de la surveillance ou qui sort d'une cluster wash ou qui sort d'une réunion de cholera, les partenaires ensemble, ils puissent appliquer l'approche AIE. En Somalie, un des pays où on fait le pilote, par exemple, l'acteur qui lead l'assistance de pilote, c'est le Croix-Rouge. En Malawi, comme j'ai dit, moi j'étais en Malawi en janvier, mais le partenaire qui a fait la demande, c'était l'OMS. Ce n'est pas toujours le même partenaire. En Somalie aussi, dans un autre endroit, c'est REACH. Vous connaissez les rapports de REACH Nord Kivu qui sortent? Impact. Oui, les rapports Impact, c'est eux qui ont une équipe très forte dans le cluster santé. C'est eux avec OMS qui ont demandé pour faire. Non, Mercy Corps, c'est le CAT. Mais REACH Impact, c'est l'autre qui fait les cartes, un peu, c'est rouge et gris, je crois, le rapport. Oui, Acted, voilà. Mais c'est pas toujours les mêmes partenaires dans tous les mêmes pays. En Haïti, c'était le PNUD. Je ne sais pas que c'est le PNUD, mais c'était le PNUD qui a demandé, non? Après, les autres partenaires renforcent et travaillent ensemble. Tu ne peux pas faire si tout le monde ne s'accorde pas. Notamment, et ça, ça, on sait, si on travaille avec le ministère, par exemple, OMS, s'ils ne sont pas là et on travaille avec le ministère, ça ne fonctionne pas. Oui? CDC, dépendant des pays. Parfois, CDC sont là. Parfois, Malawi, CDC ne sont pas là en ce moment. Oui? Alors, ça dépend des pays, des partenaires, etc. Encore, ce n'est pas dogmatique. Le but, c'est d'être flexible. Et dans chaque province, on a différents acteurs. Dans chaque zone de santé, on a différents acteurs. Et du coup aussi, peut-être dans ça, la structure, ce n'est pas des personnes
on sait que, par exemple, en Ebola, on était des grandes équipes expats internationales, énormes partout. On recrutait des gens, on faisait venir des gens de partout, de pays, etc. Si les équipes qui partent de Mangorejipa, ils partent avec une personne de la DPS, une personne financée par UNICEF, assistant à la DPS, deux personnes assistantes à la DPS, le MCZ, le IT et le reste des gens sont sur place. Ce n'est pas des équipes qui se déplacent de Goma, en grande taille, ou même absolument aucune personne de Kinshasa. C'est une petite équipe sous la DPS dans Kivu qui va et qui après travaille et tout le reste sont sur place. Oui? C'est clair pour tout le monde? C'est bon? Je check, on est bon? Pas de questions? OK. Bon, en fait, là, on est dans une nouvelle section, mais on a 15 minutes. Moi, est-ce qu'on débute sur la prochaine section déjà? Pour les dernières 10 minutes, ou est-ce que vous préférez d'avoir des questions et on arrête sur cette section? Je tiens à rappeler, c'est pas une dictatrice, du coup, c'est en démocratie. On a des votes? Ah, OK. Bonne question. OK. Quand on parle, c'est qui HP encore? Ah, c'est Michel, OK. Alors, dans les exactement, est-ce que les gens, ils sont déjà formés? Ça va dépendre, oui? Alors, on a typiquement des gens qui sont formés et on trouve des épidémios partout. On trouve les personnes de sciences sociales partout. Analyse des data, c'est parfois, ça dépend de l'endroit et capacité, oui? Pourtant, c'était intéressant au Malawi, en préparation. On a pris 6 mois avec l'école, 1 fois la semaine, avec le ministère, OMS, CDC, MSF, Croix-Rouge et UNICEF, 1 fois par semaine pour préparer. La première question qu'ils ont dit, c'est comment vous réussissez à faire les gens travailler ensemble? Parce que la capacité technique, ce n'est pas de dire je sais l'épidémie ou je sais l'analyse ou je connais R. La capacité technique la plus compliquée en l'AIE, c'est est-ce qu'on a le courage de travailler ensemble et de se débattre et de vraiment de savoir que moi, je suis mieux si je m'expose toutes mes idées, je partage tout et on débat ensemble. Mais on n'a pas l'habitude de ça, non? Notamment dans la recherche, dans les analyses, etc. On est un peu like, ah, mais je ne veux pas que vous critiquiez mon hypothèse et je vais... Tu vois, on a un peu ça. Du coup, en fait, l'aspect technique le plus difficile à faire parfois, c'est de dire on est prêt à juste débattre ensemble sans que c'est un critique ou une évaluation ou quoi que ce soit. Après, d'autres aspects techniques, c'est genre la capacité en R et analyse statistique, c'est souvent très, très bas. Mais on travaille à la fois pour renforcement ces capacités techniques du ministère et des partenaires. Okay? Et quand je dis partenaires aussi, le but, c'est les partenaires. Tu peux avoir des partenaires internationaux, mais c'est les staffs congolais de ces partenaires. Oui? Je n'ai pas besoin de former un Français qui est par hasard. Exactement, exactement. Par exemple, on a Dr. Gaston sur le code. Dr. Gaston, il travaille pour MSF Épicentre. Mais on assure qu'il est aussi formé. Les Congolais, ils restent dans le pays. Et après, c'est lui qui connaît comment faire un certain type d'analyse en R. Il va être capable de renforcer les autres capacités des autres partenaires du ministère, etc. Ouais? Alors, l'investissement dans ces capacités techniques sont très importants, mais aussi le renforcement de comment est-ce qu'on se débat ensemble. Et comment est-ce qu'on se débat ensemble? C'est quelque chose qui est challenging. Je sais qu'entre les équipes au début, et je sais que je pense qu'on a Fabrice, Alain en call aussi. Et qui pas mal, non, première fois. Moi, j'ai dit, on s'appelle le soir. On va débattre. Et c'était une discussion de dire, non, on veut discuter Simone en premier et après on vous dit. Mais j'ai dit, non, on s'appelle et on discute ensemble. Mais on a parfois on est gêné, non? On veut assurer que c'est bon avant de montrer. Pourtant, le plus qu'on apprend à échanger,
le mieux qu'on est. Right? Et là aussi, d'assurer, d'apprendre qui est-ce qu'on a besoin dans le groupe. Oui, qui est-ce qu'on a besoin? On ne peut pas travailler dans le polio sans avoir quelqu'un du polio avec nous. Alors, quand on travaille dans le polio, le groupe national du PEB, ils ont identifié JP Makala, qui m'a été le meilleur professeur que j'ai jamais eu dans les dernières années, dans cette dernière année. Il m'a appris tous les programmes de polio, comment ça fonctionne. On ne peut pas expliquer des tendances de récurrence de polio sans comprendre les programmes en détail. Et les programmes polio, on est tous d'accord, ils sont très compliqués. Du coup, tu dois avoir cet engagement. Et JP Makala, il fait partie de tout notre groupe de la CAI, de la réseau CAI. Il est dans le PEB polio, mais il fait partie parce qu'on va toujours faire des analyses autour de polio. Il doit être dans toutes les discussions, toutes les sessions de renforcement des capacités de l'AIE. Ça va dans les deux sens. Il va m'expliquer tous les programmes polio. Moi, je vais expliquer comment discuter, etc. Et c'est une richesse incroyable d'avoir des personnes de programme qui vont expliquer. Si on a fait des investigations approfondies pour choléra, c'est qu'avec Alain de l'OMS, quand ils ont fait les équipes de DECA, je pense que DECA, il est en ligne, ils vont pouvoir nous dire quand étaient les dates de vaccination, à quel moment. Si on fait des investigations approfondies de choléra et on les a planifiées dans le mauvais moment, mais ce n'est pas que dire on prend de vous les informations et on vous rejette les analyses, non? Ils font partie de cette équipe. Ils font partie de la cellule, ils font partie de la plateforme. Et le renforcement des capacités, encore, ça va dans toutes ces directions. Ouais? C'est pour ça que, ça prend du temps. Après, tu as des formations très techniques. Et après, tu fais avant Excel. On est tous en train de manquer Abdoulaye parce que c'est, je pense, que la personne le mieux en Excel que j'ai jamais vu dans ma vie. Mais Abdoulaye, c'est la personne qui il a mis en place ce système avec Excel à Beni. Et je tiens à rappeler qu'un an plus tard, les équipes, ils utilisent exactement les mêmes outils sans perturbation. Ça, c'est le type de formation qui doit aussi exister. Right? Autant que les discussions de comment on débat et on discute ensemble. Je check parce que Ah oui, ok, voilà, parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions dans les dernières 5 minutes? Wow, c'était si clair, quoi. Dr. Jeanne, est-ce que vous voulez faire un ajout avant qu'on clôture alors? Pas grand-chose, juste remercier toute l'équipe et remercier les différents participants. C'est vraiment bien que nous puissions intégrer ça dans notre façon de voir les choses pour que la dynamique ou soit la surveillance des risques soit mieux comprise pour le bien de nos communautés. Donc, c'est ça le plus important qu'on doit retenir. Je crois que cette dynamique qui commence doit se poursuivre indépendamment de la présence des uns des autres. Ça veut dire, c'est pas parce que X manque qu'on va laisser tout tomber. Je crois que nous devons prendre l'élan et les multiplier. Multiplier, ça veut dire qu'on veut avoir 2 Fabrice, on veut voir 2, 3, 4 Fanny, et ça veut dire vos compétences que vous avez, il faut le multiplier, pas seulement au niveau national, le multiplier même dans les provinces. Ainsi, nous serons plus nombreux et ça va permettre à ce que le ministère de la Santé puisse avoir une bonne vue sur tout ce qui est surveillance des risques sanitaires et ça va permettre à ce que nous puissions bien sécuriser nos communautés. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et oui, exactement. C'est juste un début. Comme dit, on va organiser les sessions régulières. Si vous loupez une session, je répète à dire, on voit la liste des autres personnes qui vous pensez devaient être dedans. Si vous loupez une session, il y a d'autres sessions. On peut répéter des sessions. On va avoir les titres de sessions. Comme ça, tout le monde sait quelle session, si tu as loupé, qu'elle a besoin d'être répétée. Comme ça, c'est très facile. Voilà. On espère facile. On fait chapitre comme ça.
chaque enregistrement, je vous partage le lien immédiatement après. Tout le monde aura accès. Vous pouvez la partager. Ce n'est pas les choses en secret. Hein? Alors, vous pouvez partager à n'importe qui, comment vous voulez. C'est les documents, les échanges ouverts. Juste le rappel que ces sessions sont avec les équipes terrain, techniques au terrain. On aura d'autres sessions avec les managements et ça sera organisé à travers Dr. John et les programmes de REDICE, UGPDSS et les différents secteurs et du ministère et des partenaires à ce niveau. Oui, c'est pour ça qu'on a certaines catégories d'invitations juste à ça, pour que tout le monde, c'est ça un peu pour assurer que tout le monde a à différents niveaux. Et vous avez tous les adresses email. Merci, Dr. John, merci. Vous avez tous les adresses email. On a un petit groupe WhatsApp. Je sais qu'il y a 1001 WhatsApp. Attends, là, je vais en fait juste arrêter l'enregistrement par contre. On va pas... Oui. OK, bon, merci beaucoup.